Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est le député de la seconde circonscription, Nicolas Metzdorf, qui est rentré tard hier soir de Paris. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors Nicolas Metzdorf, vous devez faire preuve de décence et de maturité au lieu de tenir des propos puérils, uniquement destinés à faire de la polémique. C'est Paul Néautine qui vous le dit. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Je suis très heureux d'avoir réussi à réveiller la Belle au bois dormant, parce que ça fait un moment que l'usine du Nord est en difficulté, et personne n'a vu ni entendu Paul Néautine depuis. Alors j'ai réussi à ce que Paul Néautine sorte du bois, j'en suis très heureux. Et à voir le communiqué de Paul Néautine, ça donne presque à en sourire s'il n'y avait pas autant d'enjeux derrière d'emploi. Il commence par dire qu'il a appris l'aide de l'État par les médias. Enfin, vous vous rendez compte, président de la province Nord. Ça prouve qu'on est utile. Père de la doctrine Nickel, président depuis 25 ans de la province Nord, signataire des accords de Nouméa, il devrait être au cœur des négociations pour sauver les emplois. Il aurait dû être à Paris ces dernières semaines, comme moi, pour participer aux négociations, pour essayer de sauver l'usine, pour essayer de sauver les emplois. Et il apprend par les médias, il est content de le dire. Mais vous vous rendez compte, si Sonia Backès, elle apprenait par les médias le sauvetage de Prony Ressources ? Non mais il y a un moment donné, il y a une démission politique du président de la province Nord. Dans son communiqué, il dit « Oh ben c'est pas moi, c'est KNS, c'est la SMSP ». Mais dis donc, mais c'est qui KNS et la SMSP ? Si on voulait avoir 51% de la maîtrise de l'outil, c'était justement pour que les politiques soient à la barre de l'usine. Et maintenant, non, c'est pas moi. Alors, on a l'impression dans le communiqué de Paul Néautine qu'il découvre qu'il y a une usine du Nord dans le Nord. Mais c'est inadmissible, Il dit être le premier surpris que le ministre de l'économie demande à la collectivité province Nord de prendre ses responsabilités. Mais enfin, c'est la collectivité province Nord, c'est l'actionnaire majoritaire à 51% de l'usine du Nord. C'est les boss, c'est ceux qui possèdent l'usine du Nord, c'est la province Nord. Et c'est eux aujourd'hui qui mettent en péril le pacte nickel. Le pacte nickel qui est fait pour sauver l'usine du Nord, mais aussi la SLN, mais aussi Prony Ressources. Parce que qu'est-ce qui bloque dans le pacte nickel aujourd'hui ? C'est la signature de la province Nord, parce qu'on demande des efforts sur le permitting des autorisations de la SLN dans le Nord, pour le Copéto, pour Thiebagui et pour Poum, et puis on demande aussi que la doctrine nickel, initiée, portée, défendue par le Palika de Paul Néautine, soit revue et corrigée pour permettre les exportations demandées par Glencore, qui puisse permettre de rentrer du cash. Parce que justement, donc mardi à l'Assemblée, vous avez posé une question à Bruno Le Maire sur cette question du nickel. Dans cette question, d'ailleurs, vous avez directement mis en cause le président de la province Nord, d'où sa réaction, j'imagine. C'est le principal responsable de la situation de KNS et de sa mise en sommeil potentiel, dites-vous. Qu'est-ce qu'il faut faire, en fait ? Que devrait faire la province Nord aujourd'hui, dans la mesure où Bruno Le Maire annonce une aide potentielle de l'État de 24 milliards ? Il attend des contreparties ? Moi, si j'étais président de la province Nord, j'irais voir Glencore, je dirais, écoutez, on est en train de subir la concurrence des Chinois et des Indonésiens. On a des coûts de production élevés en Nouvelle-Calédonie. Je sais que c'est difficile pour vous, mais je vais faire tout ce qui est en mon possible pour vous faciliter la vie, pour vous continuer à investir en Nouvelle-Calédonie. Je vais demander à mon groupe au Congrès de voter la réforme du Code minier pour pouvoir exploiter les réserves de nickel et notamment celles qui doivent être exportées pour faire rentrer du cash. Je vais demander à ce qu'on puisse autoriser la SLN à exploiter les massifs. Je vais vous aider à trouver du soutien au niveau de l'État. Je vais aller convaincre Bruno Le Maire qu'il faut peut-être un peu plus d'argent que ce qu'il a prévu. Je vais vous aider. Voilà. C'est ça que j'attends d'un président de la province Nord. C'est que je vais vous aider à sauver l'outil. Au contraire, on a un président de la province Nord qui dit si Glencore part, et puis s'il n'y a pas de nouveau industriel, tant pis, ça sera comme à Poum. Les gens, ils feront autre chose, ils n'auront qu'à aller planter des ignames ou des maniocs. Non, ça ne se passe pas comme ça. Mais d'où vient cette attitude selon vous ? C'est politique, c'est parce qu'il campe sur une idéologie, sur ce qu'on appelle la doctrine nickel. Vous savez, le problème d'une doctrine, c'est qu'on finit par être endoctriné. Voilà, c'est ça le problème. Et on a avec la doctrine nickel la même que sur la doctrine de l'indépendance. C'est-à-dire qu'à la fin, on ne sait plus comment en sortir. On est endoctriné par une sémantique qu'on répète depuis gosse, qu'on entend à la radio, qu'on entend à la télé, qu'on a dans nos cercles d'amis, et on ne veut pas en sortir. Le problème maintenant, c'est qu'on a des gens en face de nous qui sont endoctrinés. Et donc, Paul Néautine, il est endoctriné par sa vision du nickel. Or, le nickel, comme toute activité économique dans le monde, elle doit s'adapter si elle veut survivre. L'industrie du nickel en Nouvelle-Calédonie, elle doit s'adapter au monde.
On était tout seul. Il y avait des concurrents canadiens, il y avait des concurrents russes, etc. Les Chinois sont arrivés, ont cassé les coûts de production, ont cassé les prix. Eh bien, on s'adapte. Parce que si on ne s'adapte pas, on meurt. Et vous savez quoi? On est en train de mourir. Donc, il y a des discussions qui ont eu lieu à Paris cette semaine. Moi, j'y ai participé indirectement. J'étais en contact avec Glencore, j'étais en contact avec la SMSP, j'étais en contact avec l'État, bien évidemment, pour essayer de faire en sorte que y ait de l'huile qui soit mise dans la machine. Parce que, vous savez, il y a parfois des incompréhensions. L'État a ses prérogatives, Glencore a les siennes, la SMSP a les siennes aussi. Et donc, il faut réussir à ce que tout le monde arrive à se parler, tout le monde arrive à se comprendre et qu'on puisse trouver une solution. Donc, j'ai dit à Bruno Le Maire qu'on ne pouvait pas uniquement sauver les deux usines du Sud et puis laisser tomber l'usine du Nord. On ne pouvait pas la laisser tomber parce qu'on avait un président de la province qui était démissionnaire. Parce que la réflexion, pour moi, elle est pays. La réflexion, qu'on soit un salarié du Sud, qu'on soit un salarié de Nouméa ou un salarié du Nord, on doit être défendu de la même manière. C'était important pour moi, ça, de porter ce message. J'avais toujours dit que sur l'avenir institutionnel, je serais loyaliste et que sur les dossiers calédoniens, je serais un député calédonien. Et j'ai essayé de l'être sur la question de l'usine du Nord. Donc Bruno Le Maire, suite aux discussions que j'ai eues avec lui, a fait cette proposition publiquement qu'il a mis sur la table, les 24 milliards de francs CFP d'aide en 2024 pour l'usine de KNS. Malheureusement, aujourd'hui, j'ai l'impression, alors les discussions continuent, mais qu'il y a une rupture de confiance entre Glencore et la province Nord, quoi. Voilà. Mais votre sentiment, votre conviction, même si j'imagine que ces discussions sont relativement discrètes, sont des négociations commerciales également, est-ce que Glencore va s'en aller finalement? Est-ce qu'elle va quitter le navire? Ou est-ce qu'une autre solution va être trouvée? Est-ce qu'un repreneur potentiel est envisageable? Comment vous voyez les choses? Je crois qu'il y a deux temps dans la sortie de crise que l'on connaît. Il y a maintenir les emplois dans un moment très difficile. Il faut essayer de maintenir le plus d'emplois possible. Et quoi qu'il arrive, on devra trouver de nouveaux industriels. Déjà parce qu'il n'y en a pas à Prony. On sait qu'Eramet est hésitant sur Doniambo. Eramet a été maintenu grâce au soutien de l'État ces dernières années. Et je ne sais pas comment va évoluer la situation avec Glencore. On en saura plus la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, clairement, il y a une rupture de confiance entre Glencore et la province Nord. Donc, je pense qu'il faut, dans les 6 prochains mois, se consacrer à maintenir les emplois et à chercher un industriel. L'idéal pour nous, c'est qu'on ait un industriel commun sur l'ensemble des 3 usines qui investissent en Nouvelle-Calédonie, qui puissent faire des économies d'échelle et surtout qui puissent jouer sur le fait d'avoir 3 usines différentes. On a l'usine du Nord qui est une pyro. On a Doniambo qui fait de la pyro, mais qui pourrait réouvrir de la mat qui peut servir aux batteries. Et puis, on a l'usine du Sud qui est hydro et qui fournit du NHC. Donc, ça pourrait séduire les investisseurs. Si en plus, on a le soutien de l'État français derrière et qu'on a une garantie de pouvoir écouler nos stocks sur l'Europe, voilà, on a des arguments à faire valoir. Et on a des pistes. Il y a un industriel qui pourrait correspondre à ce projet, en évitant, on imagine, que ce soit des industriels chinois qui arrivent en Nouvelle-Calédonie. À partir du moment où on exclut les Chinois et les Asiatiques, le cercle se restreint un petit peu, c'est vrai, mais je crois qu'on peut, si on s'y met ensemble avec l'ensemble des collectivités, et c'est ça qui est regrettable dans l'attitude de la province Nord, c'est qu'on a envie de travailler ensemble, pour sauver les emplois. Parce que là, on marche tous main dans la main, normalement. Et donc l'idée, c'est de dire à Bruno Le Maire et au président de la République, avec votre réseau, avec la puissance de la France au niveau international, il faut arriver à convaincre de gros industriels de venir en Nouvelle-Calédonie. Il faut se donner 6 mois à 1 an pour ça. Entre-temps, on sauve les emplois. Et je crois que ça va être notre mission première dans les prochaines semaines. Éviter la mise en sommeil de l'usine du Nord, de toute façon, quoi qu'il arrive? Éviter la mise en sommeil, et puis s'il devait y avoir mise en sommeil, que ça soit une mise en sommeil où les emplois soient le plus garantis possible. Parce que ce qui est important, c'est qu'on maintienne l'emploi salarié sur KNS. Quelques 1300 emplois. C'est 1300 emplois. Vous savez, le nickel sur VKP, c'est un tiers des emplois privés. En fait, KNS fait vivre la province Nord. Et si KNS s'effondre, c'est tout VKP, toute la province Nord qui s'effondre. Et moi, j'ai un message à faire passer à ceux qui, en province Sud, pensent qu'on n'est pas impacté par la fermeture de l'usine du Nord et que tant mieux si ça ferme parce que ça apprendra à Paul Néautine à vouloir faire des montages un peu bizarroïdes. Il ne faut pas confondre les choses.
moi, je suis très vindicatif à l'égard du président de la province Nord, vous l'avez compris, mais ça ne veut pas dire qu'il faut laisser l'usine couler. Parce que ces gens qui sont en province Nord, déjà, ce sont des Calédoniens, et puis surtout, s'ils n'ont plus d'emploi en province Nord, ils vont aller en chercher où? Parce que 1300, 2000 familles qui cherchent de l'emploi, ils vont venir où? Ils vont venir à Nouméa. Est-ce qu'il y a de l'emploi à Nouméa? Et puis avec toutes les conséquences sociales, économiques de la fermeture d'une usine. Avec les conséquences sur notre sécurité sociale. Donc le maintien de l'emploi, le maintien de l'activité économique, ça doit surpasser nos clivages politiques quotidiens. Alors votre prédécesseur comme député de la seconde circonscription se livre à un plaidoyer pour l'usine du Nord. Il écrit une lettre ouverte à Bruno Le Maire. Il lui demande de donner le temps à Glencore et à la province Nord de trouver un repreneur industriel robuste en 2024. Vous êtes sur la même longueur d'onde? Bah oui, mais merci, il nous apprend rien qu'il faut trouver un industriel robuste pour les usines, t'as bien. Et puis surtout, quand il s'agit des dépôts de néotine, c'est toujours le premier, Philippe Gomez. Voilà, je vais pas en rajouter. On critique Sonia Baquès dans le sud sur Prony et on défend Paul Néotine dans le nord sur l'usine. Enfin, moi, je considère que quand on est un non-indépendantiste, on défend les non-indépendantistes. Voilà, je regrette toujours cette attitude d'être le meilleur avocat des indépendantistes. Bon, j'irai pas plus loin que ça, parce que je suis pas là pour attaquer des loyalistes, même si c'est Calédonie ensemble, mais je trouve toujours qu'il y a un manque de priorisation dans les choix politiques que fait Calédonie ensemble. Voilà. On parle beaucoup de KNS, c'est manifestement sa situation qui inquiète le plus, mais la SLN et Prony Resources sont également en très grande difficulté. Là, vous avez l'air plus confiant. Il y a des solutions qui sont en cours, qui vont être trouvées. Parce qu'il y a un portage politique de la présidente de la province sud qui est beaucoup plus fort. Elle est en relation directe, Sonia Baquès, avec Bruno Le Maire, avec Emmanuel Macron. On sent qu'il y a tout de suite, c'est beaucoup plus fluide. C'est plus facile quand on a le soutien politique. Voilà. Donc sur la SLN, on a une visibilité jusqu'en avril. Et là encore, il faudra trouver entre-temps soit un nouvel investisseur qui viendra en complément des ramettes, soit des nouvelles ressources pour passer l'année. Mais j'étais avec hier le directeur de la SLN, il est confiant. Il faudra réussir à débloquer juste les permittings dans le nord. Et sur Prony Resources, là aussi, on souffre du manque d'un industriel, en fait. Donc, vraiment, pour les trois usines, finalement, le sujet est quasiment le même. C'est-à-dire qu'il faut trouver un investisseur dans ce monde en pleine compétition sur l'industrie du nickel, avec des mines qui ferment, par exemple, en Australie aussi. Ce fameux pacte de nickel que propose l'État, que propose Bruno Le Maire, il va être signé avant la fin du mois Est-ce qu'il est indispensable La question qui se pose sur le pacte nickel, c'est est-ce qu'on le signe avec ou sans la province Nord? Est-ce que ça a un sens de signer le pacte nickel sans la province Nord? Parce que ça veut dire que derrière, il n'y a pas le déblocage des autorisations d'exploitation. Après, est-ce qu'on peut se permettre de ne pas signer un pacte nickel parce que la province Nord ne veut pas et donc du coup mettre en péril les usines parce qu'il n'y aurait pas la subvention à l'énergie derrière? Voilà. Moi, ma position est de dire à Bruno Le Maire, il faut signer un pacte nickel quoi qu'il en coûte, même sans la province Nord. Et puis, les élections provinciales arrivent bientôt. Donc on verra si d'ici la fin du mois, ou en tout cas dans les semaines qui viennent, ce pacte pourrait être signé. Une question qu'on se pose toujours, et notamment depuis le début de cette année 2024, il y a un pacte nickel, il y a un accord sur l'avenir institutionnel qui sont tous les deux en discussion et en suspens. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Est-ce qu'il y a un lien entre le nickel et les discussions sur l'avenir? Théoriquement, non, puisque c'est deux sujets qui sont pilotés différemment, mais tout le monde sait que oui. Le nickel a toujours fait partie des grands accords politiques en Nouvelle-Calédonie. Si la situation se tend au niveau de l'industrie du nickel et que le pacte nickel n'est pas signé et qu'on se retrouve avec du chômage en plus et des gens qui se retrouvent à la rue, c'est plus difficile pour signer un accord politique derrière. À propos de l'avenir institutionnel, vous rentrez de Paris, le gouvernement national a adopté il y a quelque temps les 2 projets de loi constitutionnels et organiques sur la modification du corps électoral et sur le report des provinciales. Vous êtes satisfait, vous êtes soulagé, vous dites ça y est, c'est une étape qui est passée? Oui, moi ce que je veux dire là-dessus aux Calédoniens, parce que j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de réactions un peu désabusées sur ce qui se passait, ça prenait du temps, c'est long. Ce que je voudrais vous dire aujourd'hui à RRB, c'est que nous on est en position de force, il ne faut pas s'inquiéter. Il y a une réforme de la Constitution qui est là pour dégeler le corps électoral. On va porter des amendements pour modifier la répartition des sièges au Congrès et pour baisser le nombre d'années suffisant pour voter pour les conjoints. On souhaite que pour les conjoints, ça soit 5 ans glissants et pas 10. Pour changer le titre de la Constitution et qu'il soit plus provisoire mais définitif. Donc, c'est une réforme de la Constitution qui va dans notre sens à nous.
Voilà. Et sinon, il y a un accord politique, d'accord, qui viendra remplacer cette réforme de la Constitution, mais un accord politique qui se fera dans notre camp, puisqu'on a gagné les 3 référendums. Donc soit il y a un accord politique qui garde la Nouvelle-Calédonie française, d'accord, soit il n'y a pas d'accord politique, et on réforme la Constitution en dégelant le corps électoral et en changeant la répartition des sièges au Congrès, en tout cas en essayant de changer la répartition des sièges au Congrès. Donc les non-indépendantistes sont dans une dynamique très positive politiquement. Et j'ai vu aussi des commentaires sur le fait qu'il y aurait des élections en 2025. Bon, moi j'ai vu... C'est une possibilité envisagée par le gouvernement. S'il y a un accord politique et qu'on doit tout changer, oui. Mais s'il n'y a pas d'accord politique, ça finit fin mai le circuit à l'Assemblée nationale. Donc ensuite, il y a le Congrès de Versailles qui se réunirait début juin. Ça nous laisse largement le temps pour faire les élections de novembre 2024. C'est quelque chose dont j'ai discuté avec Gérald Darmanin. Donc, s'il n'y a pas d'accord, le calendrier a été fait pour que les élections se tiennent fin 2024. Et s'il y a un accord politique, comme il faut changer la réforme de la Constitution en cours, ça prendra un peu plus de temps. Et donc, il y aura des élections en 2025 s'il y a accord politique. Mais s'il y a accord politique, tant mieux. La Calédonie en sort grandie, tant mieux. Donc, ça vaut le coup d'attendre 3-4 mois. Mais s'il n'y en a pas, 2024. Mais vous avez parlé avec Gérald Darmanin, et vous le savez bien, il l'a dit, et l'État, manifestement, fixe comme objectif un accord entre partenaires calédoniens. C'est possible, c'est souhaitable? Comment vous voyez les choses? Vous savez, il ne faut jamais confondre l'État et les non-indépendantistes. L'État, forcément que lui, son rêve, c'est d'avoir un accord entre Calédoniens. Pourquoi? Parce que c'est plus simple là-bas à Paris après. Les Calédoniens se sont mis d'accord au bout de longues heures, de longues journées de négociations. Ça a été dur, mais s'il vous plaît, changez rien au texte parce que les Calédoniens sont d'accord et c'est pas la guerre civile. Bon, ça passe comme une lettre à la poste pour l'État. Et puis, forcément, nos ministres en sortent grandis. Mais après, il y a nos intérêts à nous. Donc, il y a soit un accord qui va dans notre sens, d'accord? Soit il n'y en a pas, et tant pis, comme dirait Victor, tant pis. Et puis, on réforme la Constitution comme ça. Alors, ça embête un peu plus l'État, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que moi, je veux pas signer, et les loyalistes sont de cette dynamique-là, un accord qui soit, on va dire, contradictoire avec les résultats des 3 référendums. Parce que moi, je préfère pas signer d'accord que de signer un accord sur je ne sais quelle indépendance association. Voilà. Pas d'accord à tout prix, donc? Non, pas d'accord à tout prix. Un accord d'abord, un accord en priorité, mais pas un accord à tout prix. Et c'est ce qui explique que les discussions prennent autant de temps sur l'avenir institutionnel. Parce qu'on pourrait signer un accord dès demain. Si on était dans la logique, par exemple, de Calédonie Ensemble, l'accord, il serait trouvé. Mais comme on est ferme sur nos positions, comme on ne lâche pas grand-chose, parce qu'on n'a plus grand-chose à lâcher de toute manière, oui, ça prend du temps. Et on continue de se voir avec les indépendantistes, mais pour l'instant, les indépendantistes ne font pas assez d'efforts pour qu'on soit d'accord avec eux. Vous parlez de ces discussions qui ont été entamées entre les loyalistes et le Rassemblement d'une part, les indépendantistes d'autre part. Vous allez continuer? Il n'y a pas de rupture pour l'instant? D'autres réunions sont prévues? Non, il n'y a pas de rupture. De toute façon, il faut continuer à discuter. Ça, il n'y a aucun sujet là-dessus. Il n'y a pas de rupture. Mais comme je le dis, tant que les indépendantistes ne font pas suffisamment d'efforts pour reconnaître que la Calédonie est française, on continuera de discuter. Mais on n'aboutira pas. Pour revenir à la révision constitutionnelle, on en parlait ce matin avec Sylvain Maillard, c'est votre chef de groupe à l'Assemblée nationale, oui, excellent chef de groupe. Renaissance. Est-ce que cette révision constitutionnelle va être possible? Il se montre confiant, lui. Selon vous, il n'y a pas de problème, il y aura les majorités nécessaires à l'Assemblée, au Sénat, et ensuite la majorité de 3/5 au Congrès de Versailles, ce serait presque une formalité? Je pense vraiment qu'il n'y a pas de souci pour voter la réforme. Pour dégeler le corps électoral... Pour en avoir parlé avec mes collègues, tout le monde trouve ça normal de dégeler le corps électoral, il n'y a pas de sujet. La question, c'est combien de temps on va prendre? Parce que c'est compliqué. Pour que ça aille vite, il faut un vote conforme entre le Sénat et l'Assemblée. Un vote conforme, ça veut dire quoi? Il faut dire que les deux chambres, ça veut dire que les deux chambres doivent voter mot pour mot le même texte. D'accord? Et donc ça va vite et on est d'accord. Soit il y a un vote conforme et ça va vite, soit il n'y a pas de vote conforme. Et donc ensuite, il y a ce qu'on appelle une commission mixte paritaire qui se réunit pour essayer de mettre d'accord les deux chambres. Voilà. Et donc ça peut prendre un peu de temps. Donc ça va être voté. La question, c'est le timing. Donc si par exemple Robert Howie au Sénat fait voter un amendement, c'est pas possible, mais c'est une hypothèse d'école, parce qu'il y a une majorité LR. Mais si Robert Howie vote 20 ans glissants, comme l'UC nous le propose pour le corps électoral, et que moi, à l'Assemblée nationale, je mets 3 ans glissants,
Bon, ça va dériver un peu jusqu'en 2025, le temps que les deux chambres se mettent d'accord. Si au Sénat, ça vote 10 ans glissants et qu'à l'Assemblée nationale, ça vote 10 ans glissants, c'est fini très vite. Mais vous estimez-vous qu'il est nécessaire d'accompagner cette ouverture du corps électoral par une disposition sur la représentativité des provinces? Vous avez déposé un amendement en ce sens, vous nous le confirmez? Oui, bien sûr qu'on va déposer un amendement dans ce sens, parce que dégeler le corps électoral, ça n'a du sens que si chaque citoyen est représenté selon sa position géographique. Si c'est pour dégeler le corps électoral, accueillir 20 000 électeurs de plus en province sud, mais qu'en fait ils soient noyés dans la répartition des sièges au Congrès parce qu'on surreprésente le Nord et les îles, ça ne sert à rien d'avoir dégelé le corps électoral, ou ça sert très peu. Je ne vais pas faire peur aux gens. C'est très utile de dégeler le corps électoral, mais c'est encore mieux de l'adapter avec la répartition des sièges au Congrès. Et donc c'est toujours un mieux. On en a discuté avec Sylvain Maillard, il est d'accord sur cette option-là. Reste à convaincre le gouvernement, mais c'est les assemblées qui votent. Donc ça, c'est notre travail de parlementaire, de convaincre nos copains députés. C'est pour ça qu'il faut être très gentil avec les députés de la majorité, parce qu'ils ont notre destin entre les mains. Et cet amendement, ça peut venir compliquer encore les choses, parce qu'il n'y aura peut-être pas de majorité, là peut-être que la gauche va traîner les pieds éventuellement Mais la gauche, je pense, va traîner les pieds. La gauche va traîner les pieds avec les relais qu'ils ont au niveau indépendantiste. Ça, c'est clair que, vous savez, les indépendantistes, ils ne vont pas rester les bras croisés. Ils vont actionner Robert Howie au Sénat, qui siège dans le groupe communiste Kanaki. À l'Assemblée nationale, on a des gens très raisonnés de la France insoumise qui vont certainement monter au créneau aussi avec les relais indépendantistes. Donc la gauche, de toute façon, comme toujours dans la vie, je n'en attends pas grand-chose. Voilà. L'important, c'est qu'on ait la majorité avec la Macronie et toute la droite. Vous avez vu Gérald Darmanin, il vient bientôt en Nouvelle-Calédonie et il sera accompagné d'Éric Dupond-Moretti. Pourquoi une visite à deux, encore une fois? Déjà, Gérald Darmanin était venu avec Bruno Le Maire, là il vient avec avec le garde des Sceaux. Vous savez, moi je préfère un ministre de l'Outre-mer qui aime venir en Nouvelle-Calédonie qu'un ministre de l'Outre-mer qui n'aime pas venir en Nouvelle-Calédonie. 6e fois, c'est ça. C'est très bien. Éric Dupond-Moretti vient pour inaugurer la prison du Nord et annoncer la nouvelle prison en province sud. Et puis Gérald Darmanin vient, il en profite pour accompagner Éric Dupond-Moretti et puis rappeler également les précisions que je viens d'apporter sur le calendrier institutionnel. Donc c'est toujours bien. Je crois qu'il en profitera aussi pour être un peu moins ministre de l'Outre-mer sur les questions institutionnelles et un peu plus ministre sur les sujets hors institutionnels. Ministre de l'Intérieur. Ministre de l'Intérieur, sur notamment les questions de sécurité, de police, de gendarmerie. Je crois qu'on l'attend beaucoup là-dessus aussi. Alors justement, puisqu'on parle du gouvernement, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un nouveau... Enfin, le gouvernement Attal est complété et il y a notamment une nouvelle ministre déléguée aux Outre-mer, Marie Guévenoux. Les Calédoniens n'ont pas dû beaucoup entendre parler d'elle avant. Vous la connaissez, vous? Je la connais bien, ouais. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Elle est très bien. Elle est très bien parce que c'est une femme de droite et c'est une fidèle de Gérald Darmanin. Donc Gérald Darmanin a mis au ministre des Outre-mer quelqu'un qui lui est très proche. Voilà. Marie Guévenoux, elle est aujourd'hui questeur à l'Assemblée nationale, c'est une députée. On fait partie tous les deux de l'association des députés de droite d'Emmanuel Macron. J'étais avec elle mercredi soir d'ailleurs. Et donc c'est une très bonne nouvelle, même si pour la Nouvelle-Calédonie, tout le monde sait que c'est Gérald Darmanin qui a la main sur le dossier et que Marie Guévenoux, voilà, je ne sais pas si elle fera partie du voyage de Gérald Darmanin pour l'accompagner, mais elle traitera plus les sujets techniques que les dossiers institutionnels. Elle n'a pas de connaissance particulière de l'Outre-mer pour l'instant. Je crois qu'elle ne connaît pas grand-chose à la Nouvelle-Calédonie, à part que les députés sont Metzdorf et Dunoyer. Mais écoutez, si elle vient, on va lui faire une petite visite et puis on va lui apprendre nos spécificités. C'est toujours plaisant d'accueillir quelqu'un et puis de lui montrer nos spécificités. Ils en sortent toujours grandis, je trouve. Ah, vous êtes député de la Nouvelle-Calédonie, mais vous êtes député Renaissance. Quand même, ce gouvernement Attal, il a mis du temps à être constitué. Comment est-ce que vous avez vécu ça, vous? Tout le monde s'irritait un peu, se demandait mais pourquoi est-ce qu'il lui faut un mois pour trouver 15 ministres délégués? Moi, à titre personnel, tout allait bien, Madame la Marquise, parce que nous, on avait Gérald Darmanin, donc moi, je dormais sur mes deux oreilles, mais c'est plus pour mes autres collègues et puis au plan national. Ça a pris du temps, pourquoi? Parce qu'il y a énormément de tensions. Vous savez, la Macronie, c'est des gens de gauche, des gens de droite, c'est François Bayrou, c'est Édouard Philippe, c'est Emmanuel Macron lui-même. Il voulait un gouvernement resserré, donc il y avait moins de place à distribuer pour tout le monde. Il y avait un peu trop de Parisiens, il fallait en donner à des provinciaux. Il y avait un peu trop de gens de droite, il fallait équilibrer un peu avec des gens de gauche. Voilà, tout ça a pris énormément de temps. En plus, entre-temps, il y a eu les manifestations des agriculteurs. Donc écoutez, ça a pris du temps.
Mais pour la Nouvelle-Calédonie, ça n'a pas changé grand-chose. Donc écoutez, voilà, il faut prendre nos victoires à nous. Vous êtes confiant au début des années 2024, on dirait, alors que pourtant il va y avoir quand même d'énormes dossiers à traiter pour la Calédonie. Oui, mais pourquoi je ne serais pas confiant? Non, mais moi, franchement, je trouve qu'on est dans une situation qui est favorable aux non-indépendantistes politiquement. Alors, j'ai bien vu que au quotidien, c'est compliqué parce que hier, il y a encore eu le budget de la majorité indépendantiste qui est une véritable catastrophe. Enfin, il n'y a pas de relance économique. Enfin, je ne comprends pas ce que font les indépendantistes avec notre pays. Non, mais c'est vrai, ils jouent la montre sur le côté institutionnel. Ils auraient pu compenser politiquement pour convaincre les gens en faisant des actions politiques de grande ampleur pour le développement économique. C'est-à-dire que s'il y avait les discussions institutionnelles d'un côté et que de l'autre, les Calédoniens avaient du boulot, qu'on crée de l'économie, qu'il y avait de plus en plus de touristes, que nos usines tourneraient bien... Bon, il y a l'institutionnel, ok, d'accord, ça vit sa petite vie, mais à côté de ça, on continue de se développer. Mais non, on a un gouvernement Mapou qui gère le budget de la Nouvelle-Calédonie comme des petits comptables, parce qu'il n'y a pas de décisions politiques qui sont prises. Il y a un président de la province Nord qui bloque un pacte nickel qui permet de relancer l'économie. En fait, il y a une forme de morosité liée au pinaillage sur l'avenir institutionnel et au sabotage de l'économie par les majorités indépendantistes. Alors, je comprends ça, mais moi, ce que je veux dire aux Calédoniens, c'est qu'il y a des élections provinciales bientôt, on est motivé à aller les gagner, même dans le Nord, et puis surtout, sur l'avenir institutionnel, on est quand même sur des rails. Voilà, je veux dire, on est en position de force. Il ne faut jamais l'oublier qu'on est en position de force. Voilà. Alors après, vous allez peut-être me dire, si l'histoire finit mal, Mésorf, il nous avait menti. Mais pour l'instant, je trouve qu'on est quand même plutôt pas mal pour récupérer le pouvoir en fin 2024. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Vous restez combien de temps, Calédonie? Vous êtes arrivé cette nuit, je le rappelle. Je suis arrivé hier soir. Je reste. Il y a Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti qui viennent. Ensuite, je crois que je vais à Canberra pour aller voir nos amis australiens dans le cadre de ma mission d'information sur l'axe Indo-Pacifique à l'Assemblée nationale. Et puis, je repars à Paris puisque ça va débuter la réforme constitutionnelle au Sénat, mais il faut quand même que j'y sois. Et puis, je voulais juste te dire quelque chose. Parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure sur la question du nickel. Si jamais la province Nord ne fait aucun effort sur le sauvetage de l'usine du Nord dans les prochains jours, je déposerai ce que j'avais promis de faire, c'est-à-dire une modification de la loi organique qui reprend la compétence nickel aux provinces. Et pour la donner à l'État. Pour donner carrément la compétence à l'État. Merci pour cette pression, merci pour ces informations. Merci.